Bonjour à toutes et à tous, amis historiens, amis historiennes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un texte relatif aux événements du 6 février 1934. Je vais donc parler du texte qui est un appel à manifester lancé par une ligue d'extrême droite nommée Solidarité française. L'appel à manifester est paru le 5 février 1934. On a eu connaissance de ce document via la commission d'enquête parlementaire. Les événements du 6 février 1934 sont une crise, sont le fruit d'une crise très profonde en France dans les années 30, dans ce 20e siècle mouvementé. Et je vous propose ici tout simplement une étude de ce texte en élargissant quelque peu sur les événements de manière globale. Commençons tout de suite par une introduction. C'est l'introduction que j'avais produite en licence 1 d'histoire-géographie. Je passe en L3 histoire-géographie à ce jour. Enfin, nous sommes le 19 juillet, donc je suis en vacances, mais vous m'avez compris. Et cette introduction, j'ai eu 16 sur 20. Donc c'est une introduction que j'apprécie. Donc le document qui fait ici l'objet de notre étude est un appel à manifester lancé par la Ligue d'extrême droite Solidarité française. Cet appel à manifester a été publié dans le journal L'Ami du Peuple le 5 février 1934. Ce message a également été cité dans une commission d'enquête à la suite des événements du 6 février 1934. L'auteur de ce texte, comme évoqué précédemment, est donc la Ligue d'extrême droite, Solidarité française. C'est une ligue fondée par un parfumeur nommé François Coty, en compagnie d'un homme qui s'appelle Jean Renaud, non pas Jean Reno, hein, on va pas faire l'amalgame. L'objectif de cette ligue, il est de réformer l'État, de faire changer le fonctionnement de la République. Nous sommes sous la Troisième République, pour ceux qui ont besoin de repères chronologiques et qui n'avaient pas perçu cela. Je sais qu'il y a des élèves de tout niveau, des étudiants qui me regardent, des passionnés, des amis, des gens qui ne connaissent pas beaucoup de choses à l'histoire mais qui s'y intéressent. On apprend tous les jours, moi, le premier. Dans les années 1920, donc François Coty, le fondateur de cette ligue, achète des organes de presse comme le Figaro, qui est connu, afin de démarrer, de faire accélérer une carrière politique. Il finance également, c'est quelqu'un qui a de l'argent, l'Action française, qui est un organisme qui existe encore actuellement. Il finance Nouveau Siècle également. Un jour, il va finir par donner sa ligue, on va dire, à Jean Renaud, qui est un ancien de la coloniale. Il pense sauver le pays, donc quand je dis il, c'est Coty, un peu aussi Renaud, hein, finalement, qui ont confondé cette ligue. Il pense sauver, entre guillemets, le pays avec un ensemble de réformes, par exemple un exécutif fort, en faisant voter les femmes, entre autres. François Coty, il est aussi maire d'Ajaccio, donc en Corse, et il se revendique bonapartiste. Quelle surprise, en Corse, à Ajaccio, la ville de Napoléon. Donc on va dire que c'est assez classique. Le contexte d'écriture de cet appel à manifester est celui d'une France qui connaît une crise économique et sociale, mais également politique, à cause des scandales qui ont éclaté, par exemple avec l'affaire Stavisky. Donc un homme d'affaires russe, juif, c'est important de le noter, non pas aujourd'hui, mais à l'époque c'est important, on est dans un fort climat d'antisémitisme. C'est un homme qui est accusé d'avoir corrompu des parlementaires et d'avoir offert des crédits à des gens ruinés. Encore quelqu'un de très 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 honnête. Je me permets de faire des petits commentaires, c'est pas très bien, je le reconnais, puisqu'en histoire on ne doit pas donner son avis, mais bon, c'est aussi une vidéo qui est là pour un peu vulgariser les choses, même si c'est quand même très scolaire. Il y a aussi l'affaire Oustric, l'affaire Hanau,
que je n'évoque pas forcément ici. Dans ce contexte, le président de la République, qui est Albert Lebrun, demande à Édouard Daladier, qui a déjà été président du Conseil, on va dire que c'est le Premier ministre en quelque sorte, de revenir occuper ce rôle afin de rétablir l'ordre et de remettre de l'honnêteté à cette place. Euh, Cependant, Daladier ne parvient pas à rallier la droite. Il va finir par renvoyer le préfet Chiappe. Donc c'est un préfet qui est en place à ce moment-là. Euh, En fait, c'est quelqu'un qui est quand même considéré comme favorable aux ligues d'extrême droite et à la droite euh, par Daladier. Hein. Daladier considère ça. Après, il lui avait proposé tout de même une mutation au Maroc. Mais Chiappe a refusé, puisque pour lui c'est une sanction, il n'a pas envie de ça. Donc il est révoqué, tout simplement. Donc ça va augmenter un climat pas terrible. Puisque finalement les gens de droite et d'extrême droite vont considérer que Daladier n'est pas vraiment de leur camp. Pendant ce temps-là, les communistes réclament des soviets, comme en URSS, et l'extrême droite est divisée avec les solidarités françaises, les jeunesses patriotes, etc. Mais l'extrême droite appelle à manifester. La question que l'on peut se poser à la lecture de ce texte est la suivante. Comment Solidarité française tente-t-elle de convaincre les gens de venir manifester? Dans un premier temps, nous verrons qu'il est question d'une dépression économique et d'un malaise social. Ensuite, nous verrons qu'une crise politique majeure se dessine. Enfin, il y a une montée des périls dans les affaires intérieures et extérieures du pays. L'introduction est faite, le contexte est posé. Avant toute chose, je me permets de dire que je m'appuie donc sur mon cours d'histoire contemporaine, que ce soit le cours magistral ou les travaux dirigés, donc de première année à l'université de Valenciennes. Je m'appuie également sur l'ouvrage de Muriel Montero, La France de 1914 à 1945, chez Armand Collin, qui est un ouvrage très complet et qui permet de saisir les grandes lignes de beaucoup de choses. Parlons maintenant dans ce grand 1 de la dépression économique et le malaise social. Je vais me permettre de commenter les lignes 17, 18, 19, 20 et 22 comme je l'ai mis sur la slide, sur le diapo. Le texte est celui de mon cours, hein, donc c'est pour ça, il y a des choses soulignées, j'ai des numéros de ligne et je me dis que ça peut être pratique pour vous poursuivre lorsque je cite une ligne, que vous voyez le texte tout simplement. Voilà. Donc à la ligne 17, on peut voir l'évocation des paysans. Paysans, la ruine te menace, vois le scandale des blés. Donc en fait, il y a une surproduction de blé, mais il n'y a pas de vente. Et donc une augmentation des prix dès le début des années 30, des années 1930 pour ceux qui dorment. Donc à savoir que les paysans représentent 30% de la population nationale à cette époque. Le scandale des blés, c'est tout simplement la chute des prix du blé, ce qui est tout de même dommageable quand on est un paysan qui travaille la terre, qui travaille ça. Il y a une crise industrielle également. L'ouvrier est quelqu'un qui est assailli par les étrangers. On le voit à la ligne 18. Ouvrier intellectuel, votre situation est assaillie par les étrangers. En effet, il y a beaucoup de personnes étrangères qui travaillent en France à cette époque. On en reparlera juste après. La dépression économique, elle vient de la crise de 1929, c'est évident. Je ne suis pas là pour en parler, mais c'est une crise aux États-Unis qui a des répercussions mondiales finalement. Vous en avez sans doute entendu parler, sinon vous ferez quelques recherches dessus sur le web. La livre sterling voit son cours diminuer, donc l'export devient difficile.
La crise de 29, elle a des répercussions toutes simples. On va prendre un chiffre, c'est le nombre de chômeurs. En 1931-32, il y a 250 000 chômeurs en France. Il y en a le double en 1935. C'est énorme de multiplier en aussi peu de temps le nombre de chômeurs. Et cette crise qui est industrielle, du coup, qui est due à la crise de 29, les paysans souffrent, les ouvriers aussi. On voit ligne 18, on voit l'évocation du mot étranger. Vu qu'il y a un assaut des étrangers, il y a une augmentation de la xénophobie dans le pays, pas seulement au niveau de l'extrême droite. Donc la xénophobie envers les Polonais, envers les Italiens qui sont des réfugiés politiques. Et pourtant, le pays a déjà mis en place une loi, le 10 août 1932, qui vise à protéger la main-d'œuvre nationale. Ce qui fait que des étrangers seront renvoyés, par exemple les Polonais jusqu'en 1939, il y aura des départs volontaires, il y a aussi des Espagnols en France à cette époque-là, et c'est finalement ce qui est qualifié ligne 22 du texte avec le balai à la main. C'est un peu cet imaginaire qui existe encore chez certains discours d'extrême droite du coup de balai qu'on met au pays. La misère se répand aussi. J'ai mis une photo d'une marche de la faim à Paris en 1933. Donc la crise économique, forcément, elle a un impact social. Les gens ont faim, ils ne se nourrissent plus, ils ne travaillent plus puisqu'ils sont au chômage. L'impact social est important et c'est normal. Les gens en ont assez de ça, ils ne comprennent pas, il n'y a pas d'argent, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas travailler, et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Il y a les soupes populaires qui existent également, c'est-à-dire qu'on fait la file d'attente, un peu l'ancêtre des restos du cœur, même si la comparaison est très bancale, où les gens vont à la soupe pour manger, pour se nourrir. Ligne 19 et ligne 20, on nous parle des petits rentiers. On leur dit votre pain quotidien est menacé. La crise touche les rentiers qu'on pouvait distinguer en deux, entre les petits et les grands, on va dire, en sachant que c'est les gros rentiers finalement qui sont les perdants de cette crise. Les petits rentiers sont, je vais pas dire gagnants, mais quasiment gagnants dans cette crise économique que subit le pays, voire le monde en gros. On nous parle aussi du fonctionnaire, dans la même phrase, petit fonctionnaire. Il y a une augmentation entre 1927 et 1931 du nombre de ces personnes qui ont un bon pouvoir d'achat, mais on leur dit quand même, votre pain quotidien est menacé. Il en est de même pour les petits commerçants qui payent des impôts et qui voient donc leur pouvoir d'achat diminuer, ce qui ne les aide pas. Donc on voit dans ce texte qu'il y a beaucoup de choses qui sont mobilisées finalement, puisqu'on va aller chercher la haine de l'étranger, on va mobiliser l'ouvrier, le paysan, donc les gens qui travaillent de leurs mains finalement, qui ne sont pas forcément des intellectuels, même si on peut lire ouvrier intellectuel, finalement c'est un peu tout le monde est menacé par la menace étrangère, tout le monde est menacé, même les fonctionnaires, même les commerçants, on lit même ni les uns ni les autres n'êtes plus chez vous, la rhétorique habituelle de l'extrême droite avec l'étranger qui pique le boulot aux Français en sachant qu'en même temps c'est un incapable, l'étranger est incapable mais l'étranger pique le travail du national. La rhétorique d'extrême droite des années 30 reste parfois toujours la même si le discours est parfois policé. Ça c'est clairement pas historique, c'est politique. Bref. Donc dans cette première partie, on a vu qu'il y avait une dépression économique et un malaise social. Dans une deuxième partie, nous allons voir que nous avons affaire à une crise majeure du XXe siècle. Avant de passer à cette deuxième partie, je le rappelle qu'en histoire, on est censé être des enquêteurs. Donc on enquête sur des faits, on enquête avec des sources, avec quelque peu de mémoire, quelques témoignages, mais avec des choses précises, certifiées, on va dire, pas des on croit, des je pense, des... Je me permets tout de même de donner mon avis parfois, puisque mes vidéos
elles ont pour but de vous apprendre à faire un commentaire. J'ai pas la prétention d'être au-dessus de vous, mais je partage mon expérience, ma passion, puisque j'aime l'histoire, surtout contemporaine et moderne d'ailleurs. Le médiéval ça passe aussi, c'est avec l'ancienne que j'ai du mal, mais bref. Mais en histoire on est objectif, on regarde les choses avec un regard objectif, on ne donne pas son avis. Je me permets quelques fois de le donner dans mes vidéos, c'est pas forcément la bonne chose, mais je le fais puisque c'est le naturel qui revient, et puis c'est ma chaîne, et j'ai pas envie que ce soit purement scolaire, j'ai envie aussi d'écarter les choses, comme là, parfois je sors un peu du texte, mais ça permet à chacun d'apprécier ou non d'ailleurs mes vidéos. Donc on a affaire à une crise politique majeure du XXe siècle, dans ces années 30 rythmées en France. Hein. L'entre-deux-guerres en France, c'est une période très passionnante. Et quand on entre dans le supérieur, on se rend compte que c'est beaucoup plus large que ce qu'on nous apprend dans le secondaire, que ce soit au collège ou au lycée, faute de temps ou autre. Ça aussi, vous voyez, c'est pas de l'histoire. Donc dans un premier temps, on va parler le Parlement des pourris. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte, ligne 8, vous l'avez face à vous. Ligne 8, ton Parlement est pourri. Voilà, il n'y a pas plus clair que ça. Puisque Solidarité française, c'est des gens donc d'extrême droite, donc qui sont issus du boulangisme. Je vous irai faire des recherches là-dessus, mais c'est un mouvement du fin 19e, donc avec quelqu'un qui s'appelait le général Boulanger. Il n'était pas boulanger, hein, il était militaire, vous l'aurez compris, et qui a, on va dire, mis en péril la Troisième République à la fin du 19e. Dans cette ligue, il y a aussi des gens de l'Action française, il y a aussi des fascistes français, si on peut dire ça comme ça, des fachos, appelez ça comme vous voulez, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là, et ce sont des gens qui se retrouvent de toute façon tous dans l'antiparlementarisme, à une époque de la Troisième République, où on a actuellement une majorité socialiste, mais des socialistes qui travaillent, qui mènent une politique avec les radicaux. Les radicaux, de toute façon, pendant l'entre-deux-guerres et même après, de toute façon, ils font la droite, la gauche, la droite, c'est la fête. C'est le jeu de l'équilibre de la Troisième République, où il faut mener des coalitions, et il faut trouver des choses. Dès 1932, un homme qui s'appelait Tardieu, a préconisé des changements forts, donc il s'appelait André Tardieu. Il était modéré, en fait, cet homme-là, modéré pas dans sa personnalité, mais modéré dans son parti. C'était un républicain modéré qui a appartenu à l'Alliance démocratique, qui est un peu le centre français de l'époque. Il avait déjà préconisé des changements à faire, notamment l'exécutif fort, un parlement à deux parties. Il voulait des changements institutionnels finalement, mais il n'y a pas eu de succès à ces réformes. L'échec de la droite à gouverner le pays fait qu'il y a une radicalisation des ligues, une augmentation de sa virulence, puisqu'ils se disent de toute façon ils n'y arrivent pas, donc autant que ce soit nous qui essayons de le faire. On a vu le petit A, passons maintenant au petit B, des hommes politiques dénoncés, des hommes politiques critiqués. Je m'appuie sur les lignes 4, 5 et 14 notamment, puisque dans ce texte, on a Daladier qui vient d'être appelé, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est un radical. Il a déjà été président du Conseil, Premier ministre, et les gens se disent, mais c'est un peu comme maintenant finalement, on se dit, mais c'est toujours les mêmes têtes. Donc on se dit que finalement, il y a une impuissance. L'élite d'extrême droite, en l'occurrence, se dit et peut-être même plus largement, hein, j'avoue ne pas avoir fait de recherche, là je prends un peu de risque, mais les gens se disent qu'il y a une impuissance du pouvoir politique, c'est toujours les mêmes, etc. Je me suis basé sur les trois lignes que j'ai citées, puisqu'on nous parle ligne 4 et 5 des hommes politiques
différents. Donc Daladier vous mène comme un troupeau de foire. Donc déjà, on voit qu'il y a une virulence. J'ai dit qu'il y avait une virulence à droite et à l'extrême droite surtout qui augmentait, on le voit, hein, c'est limite insultant, on considère les gens qui vont lire le tract comme un troupeau de foire. Donc les mène au Blum, donc Blum c'est Léon Blum, qui est quelqu'un de la SFIO, qui est quelqu'un qui est juif. Je le répète encore une fois, puisque c'est une ligue d'extrême droite qui parle, donc ça a son importance, surtout à l'époque. On parle aussi des Schweinkopf. Donc Schwein, c'est cochon. Donc Schweinkopf, c'est comme Schwarzkopf. Donc Kopf, en allemand, c'est la tête. On a aussi l'allusion au Kaiserstein, le Kaiser, l'empereur en allemand, donc l'impérialisme allemand, et on parle aussi des Dziromski, donc là c'est Jean Dziromski, qui était un dirigeant de la SFIO, on va dire l'ancêtre du Parti Socialiste, et qui est quelqu'un qui a été membre du Parti Communiste après la guerre. Mais à l'époque c'est encore quelqu'un de la SFIO. Donc finalement, on voit ça donc aux lignes 4 et 5. Finalement, Daladier, c'est un radical qui mène un troupeau de foire à des juifs, à des socialistes, à des Allemands, à des étrangers. Hein, les Schweinkopf, les têtes de cochon, en fait, c'est les étrangers. Et on nous lit, dont le nom bien français est tout un programme. Donc finalement, on s'intéresse même pas ici dans ce texte au programme, aux idées, aux réforme que va mener le gouvernement de Daladier, finalement, puisqu'il y aura sans doute des Blum, des Dziromski et autres, on n'a pas vraiment envie de savoir ce qu'ils vont faire à ce moment-là pour le pays. Donc c'est, comme je l'ai dit, tout un programme. À la ligne 14 aussi, on peut lire une phrase qui est importante. On lit « La police mobilisée par ordre » et crois-le. Là, on commence à revenir un peu dans des tons plus calmes envers celui qui lit, envers le lecteur. Contre sa conscience et ses sentiments, est obligé d'accepter parce qu'on le veut en haut lieu. Donc en fait, on sous-entend que la police, elle est d'accord avec la ligue d'extrême droite, mais qu'elle n'a pas le choix, et qu'elle est obligée, via les ordres, via le haut lieu, d'accepter tout ça, et de toute façon, ensuite on lit tout ceci pour protéger les voleurs contre les honnêtes gens exaspérés. Donc là, on commence à respecter les honnêtes gens, c'est plus un troupeau de foire, et la police, elle est d'accord, mais elle a pas le choix. On essaye, vous voyez, de montrer les choses. On sait que Chiappe, à l'époque, était indulgent vis-à-vis des ligues. Ça, il me semble que je l'ai déjà dit. Passons maintenant dans un grand C, un petit C, peu importe, au scandale à répétition. Je me base sur les lignes 1 et les lignes 10. Au scandale, donc avec un S. Ligne 10, ton pays livré à la boue des scandales. Bah oui, les scandales, ça salit l'image du pays, l'image des gens, puisque on se sent représenté par ça. Donc je parle ici des scandales Hanno, Stavisky et Oustrik. Donc Hanno, c'est Marthe Hanno, c'est une femme qui a détourné 10 millions de francs et qui a été libérée sous caution en 1932. L'affaire Oustrik, c'est quelqu'un qui fait banqueroute en 1929 et qui dispose d'un appui politique important et qui finira par s'en sortir. L'affaire Stavisky, j'en ai déjà parlé, un russe juif qui fait crédit à des gens ruinés, tout en permettant, enfin tout en effectuant de la corruption sur les parlementaires. Puis il n'y a pas forcément de commission d'enquête au début sur ces affaires. La classe politique est corrompue et l'extrême droite, via la Ligue d'extrême droite Solidarité Française, surfe là-dessus.
Donc dans cette deuxième partie, finalement, on a vu que le Parlement, ils sont tous pourris. On dénonce les hommes politiques, même pas pour leur programme, mais pour ce qu'ils sont. Hein, Léon Blum, il est juif. Schweinkopf, on dénonce un peu les étrangers. Kaiserstein, l'impérialisme, j'allais dire américain, n'importe quoi. L'impérialisme qui est allemand, hein, finalement. Et on dénonce également Jean Ziromski, et on s'attaque vraiment que au nom, hein. On va pas chercher à comprendre plus loin, on va vraiment s'attaquer au nom des personnes, à qui ils sont, et non pas aux idées qu'ils portent. Cette deuxième partie est finie, et je vais maintenant passer à la troisième partie, sur la montée des périls. Commençons ce grand 3 tout d'abord avec une première sous-partie qui s'appelle tout simplement la guerre civile. Je m'appuie sur les lignes 12 et 15, on pourrait même dire 25, mais surtout 12 et 15. La ligne 12, elle est claire, hein. De toute façon, ce texte il est très explicite, et c'est l'objectif, hein. On s'en rendra compte après. Ligne 12, la guerre civile grogne. On nous parle, la ligne 15, des socialistes révolutionnaires, ligne 25, des internationaux révolutionnaires. On comprend donc ici que la ligne d'extrême droite s'oppose aux communistes et aux socialistes, mais davantage envers les internationaux révolutionnaires, donc référence à peine cachée à la troisième internationale, donc aux communistes, qui est faite ici. La guerre civile grogne, la menace est claire, la menace est explicite, c'est une dictature, entre guillemets, du prolétariat qui s'installe en France, il faut en terminer. Donc, petit A, grand A, appelez ça comme vous voulez, très court. Passons au petit B, la guerre tout court, ligne 13, la guerre tout court, Rhodes. Là aussi, c'est explicite, et à la limite, on a l'impression qu'ils sont contents, hein. Donc on sait que dans le monde, on a Mussolini qui a pris le pouvoir dès 1922, les Japonais ont envahi la Mandchourie fin 1931, début 1932, Hitler est chancelier allemand depuis le 30 janvier 1933, il a même signé un pacte de non-agression avec les Polonais, pardon, j'allais dire les Polonais, ça veut rien dire, en 1934. En général, on ne signe pas de pacte de non-agression si on n'a pas des idées derrière la tête. On signe pas ça en période de forte paix. Après, je ne suis pas un génie militaire, bien loin de là, mais tout de même. Donc on sent finalement qu'il y a un climat assez important, on sait aussi qu'il y a un réarmement de l'Allemagne qui s'est opéré, on sait que le traité de Versailles est très mal passé auprès des Allemands, hein, pas forcément les soldats ou les dirigeants du parti nazi, mais chez les Allemands, et finalement la situation est sous tension, j'ai envie de dire pour l'instant en Europe, même si j'ai parlé des Japonais, donc déjà au niveau asiatique, ça commence un peu à chauffer. Voilà, nous avons réussi à mener une étude à peu près complète de ce document, un document finalement qui vise à provoquer de la haine, qui vise à faire réagir les gens, un document très simple à comprendre finalement, on cherche à attirer un maximum de monde, donc on utilise des phrases simples, ton parlement est pourri, bam, contre le parlement, la guerre tout court rôde, on essaie de faire peur. Paysans, la ruine te menace, assailli par les étrangers, la France aux Français, c'est la France aux Français, s'ils ne comprennent pas que ça veut dire qu'ils sont contre les étrangers, bon voilà, le plus simple des Français, le plus simple d'esprit, va comprendre ce texte. Petit bilan de ce texte réalisé, bilan finalement de la crise du 6 février 1934, tout d'abord plus de 30 morts avec les décès ultérieurs, c'est pas 30 morts le 6 février, mais il y a eu des blessés qui ont succombé à leurs blessures. Plus de 2000 blessés, hein, la police a tiré sur la foule qui manifestait en plusieurs cortèges, hein, c'était pas un seul cortège qui défilait, à savoir du coup qu'il y a plus de victimes finalement que la fusillade de Fourmi en 1891, la fusillade de Fourmi, qui était une manifestation
plus ou moins festive, qui avait pour but de revendiquer la journée de 8 heures, d'où le triangle rouge, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Donc Fourmi, qui est dans le nord de la France, il y avait eu à l'époque 9 morts. Donc on voit une augmentation suite à cela. Conséquence directe aussi, donc là vous voyez ma conclusion, elle est un peu sur le texte, mais aussi sur la globalité de cette crise. La démission du gouvernement de Daladier dès le lendemain, donc dès le 7 février. Donc suite à la pression de la rue, c'est une des premières fois, si ce n'est la première fois, que le gouvernement, oui c'est la première fois sous la Troisième République, que le gouvernement démissionne sous la pression de la rue. L'ordre ne règne plus, la crise est très profonde au sein de cette Troisième République dans ces années 30. Le gouvernement a démissionné, un gouvernement d'union nationale avec Doumergue, ancien président à sa tête, est nommé. Ce gouvernement était réclamé par certaines personnes depuis 1933. Dans ce gouvernement, on retrouve Philippe Pétain au ministère de la Guerre. Ça c'est pour le point, voilà. On sent aussi qu'après cette journée, la portée, c'est l'unité à venir à gauche. J'ai en tête ces photos qu'on avait vues en cours, où on se rend compte que finalement, la gauche, ils vont faire des manifestations très vite ensemble, et où les militants vont crier unité, unité de la classe prolétarienne, même parfois, puisque finalement, la maison commune qui était le socialisme, qui s'est scindé au congrès de Tours, et bien finalement, face à la menace fasciste, même si c'est pas vraiment des fascistes, on l'a vu, mais face à la menace de l'extrême droite, eh bien il faut se serrer les coudes et il faut faire bloc. La droite se radicalise finalement, puisque c'est grâce à cela qu'il y a un changement de gouvernement finalement. Le rôle des radicaux qui est important, puisque, je l'ai dit, les radicaux ils font un peu le va et le vient, et bien là c'est ce qui va se passer, puisque les radicaux gagnent des ministères, même si Tardieu, donc qui est un modéré comme j'ai dit, donc un radical sous-entendu, n'est pas dans ce gouvernement, mais il y a par exemple Laval, Flandin, Buisson qui sont dans les gouvernements successifs d'Union nationale. Ils incarnent un peu, on va dire, la caution de gauche. Si on fait de la politique avec une perspective de la cinquième, ils ont gouverné avec la gauche, ils gouvernent avec la droite, ils sont un peu la caution de chacun. Le 6 février 34, il a marqué aussi, au moins, jusqu'à la fin des années 80, les politiques français. Et j'ai mis cette citation de François Mitterrand, donc que j'ai trouvée sur Wikipédia, c'est pas la source de base. Wikipédia, il faut en prendre, en laisser, comme toute source, surtout que c'est une encyclopédie, on va dire, participative, où tout le monde peut écrire des choses, et il y en a qui mettent leurs sources, donc c'est très bien, on sait d'où ça vient, mais il y en a qui ne mettent rien, et on ne sait pas. Et où Mitterrand a reçu Gaston Defferre, et où Mitterrand a reçu aussi un secrétaire d'État, je ne sais plus son nom, j'avoue. Donc c'était à la suite d'une manifestation d'étudiants, il me semble. J'ai plus en tête, j'ai vu ça sur Wikipédia, j'ai juste pris la citation et je me suis souvenu que c'était Mitterrand, où il dit « Chacun sait depuis le 6 février 1934 que l'on ne doit jamais laisser les manifestants pénétrer dans le périmètre Palais Bourbon, donc l'Assemblée nationale, Élysée, le palais présidentiel, Place Beauvau, le ministère de l'Intérieur. » Donc on voit que ça reste dans les consciences, on a toujours peur de ça, donc ça donnera des leçons sur le maintien de l'ordre aussi à faire, puisque cette manifestation Place de la Concorde, il y a des morts, c'est très radicalisé. On sait qu'après, des gens de ligue d'extrême droite porteront un badge, on va dire, un badge, un pin, je ne suis pas député, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été élus, c'est parce qu'ils sont anti-parlementaires. Donc ça va vraiment très loin dans la radicalité. Voilà, donc j'ai essayé de faire un peu le tour de la question, de ce texte de solidarité française, un peu aussi d'écarter vers tout simplement cette crise qui a failli faire vaciller la Troisième République lors des années 30. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que voulez-vous que je vous dise de plus? N'hésitez pas à commenter, à me donner des conseils, à me donner votre avis, à aimer, à partager, à me donner des idées de vidéos.
Je sais que je fais beaucoup d'histoire, j'ai dit, à chaque fois je dis que je ferai de la géographie, mais j'en ferai de la géographie, ça me passionne un peu moins, mais je pense que c'est important. J'espère que vous en avez appris et que vous m'en apprendrez aussi dans l'espace commentaire, puisque je ne maîtrise absolument pas tout. Ça peut être une bonne chose, je pense que ça peut aider un peu tout le monde, les curieux, les historiens, les étudiants, bref, on est tous là pour partager notre passion, notre amour même, je dirais, de la guerre, sur une période qui est très intéressante, hein.